Au Canada, quand je suis arrivé, j'avais déjà préparé mon point de chute. Dès les États-Unis, j'avais écrit à des collègues ici qui m'avaient dit « et on cherche des psychologues, par exemple, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui allait devenir Louis-Hippolyte Lafontaine. » Alors, j'ai signé un contrat avec eux, et puis je suis arrivé au département de psychologie de Saint-Jean-de-Dieu, où j'ai été nommé psychologue senior. Et ça se passait très bien dans ce temps-là. J'ai commencé à me faire des amitiés parmi le personnel, les malades mentaux. Je me rappelle, j'étais obligé de revertir le sarrau du personnel, parce qu'on me disait, là, le psychologue, ça ne nous faisait pas très plaisir. On me disait que c'est pour que vous ne soyez pas confondus avec les fous. C'est mieux d'avoir l'allure professionnelle en commençant par l'uniforme. Ça s'est très bien passé. J'ai trouvé l'atmosphère intéressante, d'autant que notre groupe avait constitué un petit journal des psychologues. On faisait visite à d'autres départements, dans d'autres hôpitaux. On avait des réunions conjointes et j'assistais à l'assemblée diagnostique, là, les psychiatres, tout le personnel était réuni. Et ça a été très formateur, très formateur. Et j'ai rencontré des gens comme le docteur Lemieux. Je suis resté 1 an et demi à Saint-Jean-de-Dieu parce que je cherchais à terminer ma thèse doctorat, mais en même temps il y avait des problèmes financiers. Je dis comment régler cela. Et quand j'ai vu dans les journaux qu'on cherchait un chef de département de psychologie pour l'association de la déficience mentale, Peter Hall, et c'est Dr Sam Rabinovich de McGill qui était chargé de recruter le psychologue. J'ai été le voir, puis je suis passé devant un jury, puis ça s'est bien passé. On m'a fait un contrat. Et c'est ainsi que j'ai été travailler pour eux. Pendant que j'étais à Peter Hall, mes collègues de l'université, dont Marcel Fréchette en particulier, et Henri Ellenberger, qui enseignait dans ce temps-là au département de criminologie de l'Université de Montréal, ils ont appris ce que j'avais fait en Haïti, non seulement du côté de la santé mentale, mais également du côté de la délinquance, la criminalité, avec les enfants que nous avons sortis de prison, au centre de rééducation de Carrefour et tout, expertise pour les tribunaux, à la prison centrale de Port-au-Prince, de même qu'à Fort-Dimanche. Alors, ils ont trouvé l'expérience intéressante. Ils voulaient savoir comment ça se passe du côté de la criminalité, du côté de la délinquance en Haïti. Avons-nous les mêmes délinquants qu'au Québec? Et ils m'ont invité à parler aux étudiants de doctorat, un séminaire de doctorat. Et c'est là que j'ai fait la découverte de la connaissance de Denis Zabot, qui était aussi dans l'assistance. Et j'ai donné mon séminaire, et après Zabot m'a abordé et m'a dit si un jour il y a une place se libère au département de criminologie, est-ce que ça vous intéresserait d'être avec nous, là, d'être professeur en criminologie? Bon, j'ai dit oui. Et j'ai commencé à assister à quelques séances de l'association des criminologues. J'ai suivi des séminaires de formation en criminologie parce que ma formation de base était la psychologie. Et là, pour moi, c'était un nouveau défi, la criminologie. Et là, j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants.
et des gens de Pinel, des gens de McGill aussi, là, des gens comme Cormier, là, le forensic, psychiatry, etc. Et finalement, ils m'ont offert d'enseigner la psychologie criminelle. Et c'est ainsi que j'ai fait une carrière en criminologie plutôt qu'au département de psychologie de l'Université de Montréal. Ça s'est très bien passé durant plusieurs années. Et jusqu'à ma pré-retraite, parce que je suis parti avant le temps. Et à un certain moment, on voulait rajeunir un petit peu le corps professoral, permettre aux jeunes qui avaient leur doctorat et qui avaient fait des recherches d'entrer aussi dans le corps professoral. Et on nous a fait une offre qu'on ne pouvait vraiment pas refuser. Et c'est ainsi que nous avons pris une retraite anticipée. Je suis retourné à la pratique privée, à la clinique René Lénec. Je me suis joint à un groupe de psychologues. On travaillait avec les médecins et les psychiatres. Et c'était une expérience enrichissante aussi. Et c'est à ce moment-là que on est venu me chercher pour toutes sortes de mandats, peut-on dire. Et d'abord, on m'a offert de collaborer avec la commission Bellemare sur les relations entre la police et les minorités ethniques. J'ai fait partie de la commission du droit du Canada. J'ai siégé là pendant 5 ans. Et ensuite, je ne sais pas qui, a présenté ma candidature à l'Assemblée nationale et on m'a nommé commissaire à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je ne m'attendais pas du tout à ce cheminement-là après l'université. C'est arrivé comme ça, là, et grâce à au gré de certaines circonstances. Et puis, actuellement, je suis président du comité consultatif ethnoculturel, à la fois sur le plan national et pour le Québec, ce qui me permet d'enrichir aussi mes expériences, mais sur un autre plan. À l'université, j'avais enseigné la psychologie criminelle dans un premier temps, et ensuite, quand l'université a pris le virage ethnique, c'est-à-dire la proportion des étudiants étrangers commençait à augmenter, l'immigration est devenue très importante, là, alors on a senti la nécessité d'élargir un petit peu les cadres. Et en France, j'avais découvert que, contrairement à ce qui se passe ici, où l'on ne publie pas, oui, je parle du Québec, et, par exemple les statistiques sur les minorités qui sont dans le système de justice ou dans le système carcéral, ben, en France, comme en Angleterre ou en Belgique, c'est de tradition de publier toutes les données là-dessus. Alors je me disais toujours, pourquoi le Québec, sous prétexte de droit de la personne, refuse de publier ces données-là? Est-ce qu'on a quelque chose à cacher? Bon. S'il y a un problème, autant le mettre sous la table, l'examiner pour pouvoir le résoudre. Voilà. Et c'est ainsi que avant même de laisser l'université, j'avais orienté les étudiants sur toute la question de la délinquance ethnique. J'ai créé un cours sur les minorités et la question criminelle. J'avais des séminaires et des cours sur le cheminement des minorités dans le système de justice et dans le système carcéral. Et j'ai orienté beaucoup de recherches sur les pratiques auprès
de la clientèle ethnique, par exemple, à la DPJ, au centre jeunesse. Alors j'ai l'impression que j'ai fait des petits. Bon, ça c'est la bonne nouvelle s'est répandue. L'université m'a beaucoup soutenu à cet égard. Et non seulement il y avait des cours le jour qui portaient sur la minorité et la question criminelle, mais également l'éducation permanente a trouvé aussi la problématique intéressante et m'a demandé de recevoir les étudiants du soir. Et alors c'est là que j'ai pris contact avec des policiers, des pompiers qui venaient à mes cours. Il y avait des juges, des avocats qui venaient se perfectionner et ceux qui s'intéressaient à la question criminelle. Donc ça m'a permis de multiplier mes contacts dans le milieu professionnel en dehors de l'université. Je dois ajouter que je m'étais toujours promis, quand je laisserai l'université, de retourner sur le terrain, de redonner un peu à la communauté ce qu'elle m'avait permis d'acquérir, tous les points de vue, et de ne pas limiter mon enseignement uniquement aux étudiants, mais si j'avais un message à transmettre, que c'était mieux d'élargir un peu l'audience, de sensibiliser par exemple l'opinion publique aux questions vitales entre qu'est-ce qui se joue dans la relation, par exemple lorsque un professionnel fait face à un client qui vient d'une culture autre, qu'est-ce qui se passe dans la relation? Peut-on aborder un client ethnique de la même manière qu'un client québécois? J'ai commencé à remettre en question nos moyens diagnostiques, les tests psychologiques dont les normes n'ont pas été établies en fonction de la diversité ethnoculturelle. Et la même chose en ce qui regarde les pratiques d'intervention. Du côté carcéral, j'ai commencé à collaborer beaucoup plus avec Ottawa, parce que jusqu'à présent, mes activités se confinaient au Québec. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à évoluer dans un milieu beaucoup plus large. Le milieu anglophone, je ne le connaissais pas beaucoup au Canada. Et là, j'ai commencé à approfondir ma connaissance de ce milieu-là. En tant que président de ce groupe consultatif dont je parlais, je fais le tour avec mes collègues de tous les pénitenciers du pays, les pénitenciers fédéraux du pays, où je rencontre les détenus. Mais notre mandat, c'est surtout de nous intéresser aux détenus qui appartiennent aux minorités ethniques et de connaître leurs besoins, de voir leur cheminement dans le milieu carcéral et voir quel type de conflit les oppose au personnel, les oppose entre eux, et comment vivent-ils l'expérience du pénitencier. Et là, j'ai découvert le problème de la déportation des détenus qui n'ont pas le statut de citoyen canadien. Et toute la question de la justice à deux vitesses. Une pour ceux qui ont la citoyenneté canadienne et l'autre pour ceux qui, même s'ils ont un statut d'immigrant reçu, ont quand même une épée de Damoclès suspendue sur leur tête tant qu'ils ne font pas le saut, tant qu'ils ne deviennent pas citoyens canadiens. Et aussitôt qu'ils commettent un acte dérogatoire, qu'ils récidivent, et la société qui était accueillante au départ devient intolérante et puis considère
ces personnes-là comme des étrangers. Et en d'autres termes, on les renvoie à leurs racines. Ça m'a beaucoup interpellé et j'ai consacré beaucoup de temps à cette question de la déportation des détenus en fin de parcours carcéral. C'est certain que quand on parle aux détenus, la question du racisme est toujours à l'avant-plan. Justifiée ou pas, mais elle est là. Bon, quoi qu'il leur arrive, ils ont tendance à interpréter ça en fonction du clivage entre les races et entre les groupes ethniques plutôt, dans le milieu carcéral. C'est vrai qu'il y a plus d'une centaine d'origines ethniques qui sont représentées au pénitencier, mais malheureusement, je dois le reconnaître, les Noirs dominent, les Noirs et les Autochtones. Bon. Les Autochtones, c'est surtout dans l'Ouest, et les Noirs, c'est en particulier au Québec, et du côté de Toronto, et du côté des Maritimes, du côté d'Halifax. Il y a vraiment un problème noir auquel est confronté le milieu carcéral. Et quand on entend les récriminations de ces détenus-là, on s'aperçoit que dans certains cas, je dis bien, il y a des plaintes qui sont fondées. Il y a bien un ombudsman dans le milieu carcéral, mais ça c'est quant à savoir est-ce qu'il intervient à tout coup, est-ce que les détenus s'adressent à lui, ont-ils peur des représailles, etc., etc. Bon, ça c'est autre chose. N'empêche qu'ils sont ouverts à nous, même parfois ils s'adressent à nous, au président du groupe consultatif ethnoculturel. Parfois même on a reçu des invitations de la part de certains groupes, de certains pénitenciers, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est certain qu'il y a des problèmes, comme par exemple... Et ils se plaignent que les stéréotypes font un malheur dans les pénitenciers. Dès qu'on est italien, on vous identifie à la mafia. Quand on est noir, tout de suite, on évoque la question des gangs de rue. Et les Jamaïcains, c'est l'agressivité. Et les Arabes, c'est la criminalité, le terrorisme, etc. Bon. Et ils ont l'impression qu'ils sont étiquetés, que le personnel se comporte à leur égard, non pas en dehors de leur délinquance, au-delà de leurs gestes délictuels, il y a leur personnalité. Il y a ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. On ne distingue pas ça. Il y a un amalgame. Un noir en prison est d'abord un noir. Et on le traite comme tel. Je ne dis pas que c'est fondé en réalité, mais c'est la perception des détenus. Là, et c'est certain que on reprend, par exemple, pendant la situation des Noirs, il y en a qui disent, quand ils arrivent là, il faut bien se situer. Il y a les Asiatiques, il y a des Arabes,
il y a des anglophones, il y a des Africains, il y a des autochtones, un peu de tout. Bon. Alors ils disent que eux, ils sont noirs, ils ont vécu principalement dans un milieu noir, selon certaines traditions, des valeurs et tout le reste. Et quand ils arrivent dans le milieu carcéral, c'est normal pour eux de chercher d'autres noirs, comme amis. Parfois, ils parlent le même langage, le même dialecte, ils se comprennent, c'est le même univers, il y a possibilité d'échange et tout, etc. Il dit quand ils font ça, le personnel les accuse de reconstituer, d'essayer de reconstituer à l'intérieur les gangs de l'extérieur. Et c'est une des caractéristiques quand même de la culture noire, c'est de vivre en groupe. Beaucoup plus que qu'on le voit du côté des Blancs. Et généralement, c'est mal interprété par la police, la sécurité. Et on leur reproche tout de suite de se tenir en gang, de se tenir en groupe, de préparer un mauvais coup. Ils disent, quelques Blancs qui sont ensemble, ils sont en train de deviser, là, etc. Un groupe d'amis qui parlent, qui jasent entre eux. Mais un groupe de Noirs qui se tient dans un coin et qui semble s'isoler et qui... surtout s'ils parlent créole ou s'ils parlent un dialecte quelconque. Alors là, le personnel n'aime pas ça. Et a l'impression que 5 ou 6 Noirs ensemble, c'est un complot qui se prépare. Donc il faut se disperser tout de suite. C'est ce type de problème qu'ils rencontrent beaucoup dans le milieu carcéral. Alors il dit, leur dilemme, c'est est-ce qu'ils vont s'isoler? Dans ce cas, on va dire qu'ils sont asociaux. C'est mal vu dans le système carcéral. Il faut développer sa sociabilité, montrer que quand même on s'intéresse aux autres. Ou bien, est-ce qu'ils essaient de se joindre aux autres? Et là, ils rencontrent un autre problème. On leur reproche précisément c'est ce désir d'affiliation en vue de perpétuer leur criminalité. D'où un dilemme pour eux.